Oui, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Monsieur V. Eh bien écoutez, c'est pas très compliqué. Je viens de faire paraître un livre. Alors la couverture est très modeste, elle n'est pas clinquante, elle n'est pas claquante, elle n'est pas polychrome, mais la bataille que nous menons est une bataille des idées. Tant qu'il n'y aura pas des commandos de choc pour aller rétablir un peu l'ordre républicain là où il fait défaut, quand je pense à ça, je ne pense pas aux périphéries, je pense aussi au centre du pouvoir. Hein. C'est là où le pouvoir républicain est le plus absent. Eh bien, il faut conduire cette bataille de la pensée, ces batailles de l'esprit. Ce pourquoi il faut inlassablement conduire, comporter, continuer, persévérer dans le décryptage du monde dans lequel nous vivons de plus en plus mal. J'espère évidemment voir du monde et même peut-être quelques amis, quelques têtes sympathiques. Malheureusement, là aussi, la production littéraire est abondante sur abondante. Et les éléments, les clés qui permettraient d'ouvrir les portes ne sont pas si fréquentes et pas si repérables que ça. Donc oui, il y aura du monde, mais nous sommes, avouons-le, nous sommes quand même dans l'église des catacombes. Écoutez, nous sommes dans le torrent de l'actualité, dans ce goulet d'étranglement historique qui fait qu'on doit réagir, essayer d'expliquer, d'analyser autant que faire se peut, pour tous ceux qui n'ont pas le temps ou les moyens de le faire. Je n'ai pas dit les capacités, mais les moyens pour telle ou telle raison. J'ai commencé par une auto-édition avec ce livre sur l'Europe, qui est un livre important auquel a contribué un prix Nobel, M. Maurice Allais, et puis le général Gallois et bien d'autres personnalités. Il s'agissait de penser, pas de repenser l'Europe, mais de penser l'Europe dans une perspective confédérale et l'Europe, ce qu'on appelle aujourd'hui bêtement l'Europe des nations. Mais je crois que l'Europe des nations que nous propose tel ou tel parti se confond de plus en plus avec cette Union européenne qui n'est qu'un mot vide et même un quiproquo, puisque ça n'a rien à voir avec l'Europe réelle. Je parle de l'Europe réelle. Tous les autres, je me suis intéressé à l'Orient, puisque j'ai circulé pendant plus de 50 ans. Pas régulièrement, mais donc il y a un livre sur la Syrie, sur la crise, qui est une crise en fait d'ordre mondial, sur l'Iran aussi, qui est potentiellement, la crise iranienne est potentiellement porteuse aussi des plus lourds nuages, et on sent qu'aujourd'hui, de nouveau, les démocrates américains, qui ne sont pas les pacifistes et les pacifiques que l'on pourrait imaginer, essayent de retendre la corde. D'ailleurs, on peut s'attendre dans les mois qui viennent à des événements fâcheux. Là, vous avez un livre qui a été écrit à l'époque du grand incendie de Notre-Dame et qui était le prélude, au fond, à la crise du Covid, la crise covidesque, qui est une crise à la fois mondiale et qui montre la toute-puissance des entités oligarchiques, même cryptarchiques, qui détiennent les leviers de la politique mondiale. Je fais partie de ceux qui pensent que non seulement la crise a été mal gérée, mais surtout qu'elle a été gérée contre les intérêts fondamentaux des peuples. Maintenant, nous y reviendrons et petit à petit, la vérité se fait jour. On ne sait pas ce qui se passe dans le monde. C'est curieux, à l'époque de l'information, de la surinformation, de la télématique, de la toile, on ne sait pas
ce qui se passe aux États-Unis, où il y a des dizaines d'États qui ont récusé la vaccination, qui récusent les protocoles, soi-disant de sauvegarde. Mais ça, on ne nous le dit pas. Plus personne ne nous parle de la Suède, qui a refusé, encore une fois, de suivre le troupeau de ceux qui ont confiné, qui ont incarcéré, en fait, véritablement, la nation entière, ou les nations, que ce soit l'Italie, l'Espagne ou autres. Donc ces crises s'emboîtent les unes dans les autres, un peu comme des poupées russes. Et là, vous avez la France en flammes, vous avez la guerre civile froide. C'est une réédition, mais d'un livre important, puisque j'ai essayé de traquer les racines idéologiques, de voir quelles sont les logiques qui sont à l'œuvre et qui sont des logiques totalement mortifères. L'idée de liberté, dès lors qu'elle dégénère, ou l'idée d'égalité, devient quelque chose, une véritable épouvante, puisqu'on le voit à l'œuvre aujourd'hui, tout se détrame petit à petit, tout se disloque, et malheureusement j'ai l'impression qu'à la minute présente, on arrive comme la chute des tours jumelles de Manhattan, on arrive à la vitesse de la chute libre. Je crois que nous sommes sur une trajectoire, je ne conclus pas là-dessus, je crois que c'est un peu pessimiste, un peu trop pessimiste, parce que l'espoir est toujours requis, bien entendu. Nous sommes sur une trajectoire de collision avec je ne sais quoi, avec le néant. Alors, je travaille à un sujet qui est à la fois d'actualité et qui est intemporel. Je traque, je travaillais, mais la vie quotidienne met beaucoup d'entraves à cette réflexion, à ce travail qui est un travail de fond. Il faudrait avoir les moyens de s'isoler véritablement du monde. J'essaye de comprendre quelles sont les sources de la docilité des foules, des masses, face aux injonctions, comment cela a été rendu possible. Alors on peut évoquer le matraquage télévisuel sur les 40 dernières années, mais ça remonte bien au-delà. On peut dire aussi que la méthode globale qui s'est généralisée dans l'apprentissage de la lecture à partir des années 70 fait travailler le cerveau droit, qui est le cerveau de l'émotion, de l'imagerie, au détriment du cerveau gauche, qui est le cerveau de la logique et de la construction raisonnable. Mais ça sont des explications possibles. Je crois que si la Boétie a écrit son ouvrage de la servitude volontaire, c'est parce que tous les hommes ont toujours eu une propension assez marquée à suivre, à se comporter comme des lemmings. Les lemmings ayant la réputation, c'est sans doute un grand mythe, de suicider, de jeter en masse dans la mer ou du haut des falaises au moment de grandes migrations. Comment expliquer l'immense, le profond, l'absolu suicide de l'Occident actuellement? Ça mérite réflexion. Alors je n'ai pas abouti, je ne suis pas sûr d'aboutir d'ailleurs, véritablement, mais je peux donner des pistes, des éléments, poser des questions qui pourront amorcer pour le futur quelques réponses plus pertinentes que les miennes. Ah oui. Alors, et du génocide larvé, rampant, non dit, à bas bruit, des chrétientés d'Orient. C'est quelque chose qui me fascine. Le génocide arménien n'étant que l'un des aspects, l'un des épisodes particulièrement cruels de cette grande épuration ethnique, théologique. Je dis ethnique parce qu'il y a quand même des différences, même si beaucoup de chrétiens se considèrent eux-mêmes comme des arabes. N'oublions pas que les musulmans, avant d'être musulmans, étaient chrétiens pour beaucoup d'entre eux. La chrétienté a précédé l'islam. Mais il y a cette tendance qui remonte, et pas seulement à Abdulhamid, le sultan rouge, et les grands massacres 1893, qui ont déjà
qui ont déjà annoncé ceux de 1915 et 1916 en ce qui concerne les Arméniens. Mais je crois que c'est, contrairement, on a mis ça sur le dos à la fois du sultan Abdülhamid II, mais surtout des jeunes Turcs, mais ce ne sont pas les jeunes Turcs, tout seuls, puisque ça s'est poursuivi après la fin de la guerre de 1918 avec Atatürk, le traité de Lausanne, qui a remplacé le traité de Sèvres, et l'immense épuration des chrétiens d'Anatolie, des chrétiens de la mer Égée, des chrétiens du Pont. Tout ça s'est soldé par des déplacements de population gigantesques, mais également des massacres tout aussi gigantesques, ce qui se compte par centaines de milliers de morts. Ne parlons pas aussi des Syriaques en Syrie, des grands massacres. Donc j'essaye de comprendre quel est ce mouvement historique. Ça m'a conduit d'ailleurs, puisque j'ai découvert qu'en fait le mouvement kémaliste a été terriblement soutenu par Lénine et les communistes. Quand je dis terriblement soumis et armé, c'est le kémalisme qui était présent au premier grand congrès du Comintern à Bakou. Ces gens étaient complices. Donc je me suis aussi intéressé par la même occasion, mais ça n'entre pas dans le cadre immédiat de cet ouvrage à venir, à la guerre qui a été faite aux persécutions des chrétiens pendant l'époque soviétique. J'ai découvert beaucoup de choses, on est ignorant et on se soigne tous les jours de cette ignorance qui est une ignorance permanente. Voilà, donc je cherche, le cas échéant d'ailleurs, j'en profite pour le dire, un éditeur qui aurait l'audace, le courage et aussi de soutenir ce travail qu'il faudrait peut-être en partie, je dépends de le dire, préfinancer au moins pour donner les moyens de recherche et d'action et de développement pour ce travail qui est considérable et qui ne serait d'ailleurs que le prélude, le préalable à d'autres travaux, l'ouverture pour des travaux universitaires qui devraient par la suite, dans les temps à venir, creuser les pistes que je vais ouvrir, ce qu'on appelle dans le domaine forestier des layons. On fait des sentiers de coupe à partir de lesquels on peut rayonner et investir le domaine forestier. Voilà, donc c'est un grand projet qui me tient à cœur, que j'ai depuis 10 ans. Et plus, c'est que j'avais commencé à mettre en forme avec les éditions Sigest, mais qui aujourd'hui ont évolué aussi de leur côté et qui ne peuvent plus relayer ce projet, ce que je déplore profondément. Merci à vous. Bonjour, la situation au Liban est liée à deux choses. D'abord, une situation structurelle, d'autre part, une situation conjoncturelle. La situation conjoncturelle, c'est une attaque systématique et organisée des puissances occidentales avec Israël contre le Liban en vue de le détruire. Et ça, pour peu qu'on examine la situation, c'est indiscutable. La situation structurelle, c'est que nous avons des gens qui ont des intérêts contradictoires et que l'on a réussi à mettre dans une situation d'impasse à partir de laquelle on a un cercle vicieux qui vise toujours à détruire le pays. Voilà. Si je pouvais être aussi résumé, je ne pourrais pas faire plus. Bon, bonjour. Voir pas mon ami, mais Monsieur Vernochet, qui est un ami. Donc c'est surtout pour l'encourager dans ses écritures qui sont assez intéressantes et qui sont surtout d'actualité, d'autant plus qu'on est dans une situation un peu dramatique ici, en France, avec tout ce qui se passe, surtout les confinements, les masques et tout ça, avec cette pandémie qui n'est pas une vraie pandémie, à mon avis. En tout cas, ce que je souhaiterais dire, c'est merci à M. Vernochet pour toute sa contribution qui nous permet de réfléchir et de mieux comprendre, mais je regrette que les gens ne soient pas suffisamment éveillés
puisse un peu plus réfléchir sur la situation même internationale, parce qu'il n'y a pas que la situation française, il y a aussi la situation internationale. Moi je suis une fervente, j'aime beaucoup l'Iran depuis longtemps, et je pense que l'Iran c'est un pays qui, malgré la diabolisation, a pu se développer et développe au niveau technique, technologie, et même un vaccin, puisqu'il y a un vaccin. Même si je suis contre les vaccins, il y a un vaccin qui a été complètement fabriqué par les Iraniens, les jeunes Iraniens. Donc pas les mêmes techniques qui peuvent être dangereuses. Enfin, en tout cas, je ferai plus confiance à un vaccin iranien qu'à un vaccin Pfizer ou Moderna ou autre. Mais pour l'instant, c'est difficile de se déplacer, puisque maintenant, pour aller en Iran, il faut quand même avoir le vaccin, un vaccin d'ici. Donc voilà. Mais autrement, au niveau de la situation, oui, on pensait que, enfin, les Iraniens pensaient que l'élection de Biden pourrait améliorer la situation assez rapidement, mais bon, ça semble un petit peu prendre le pas quand même vers une amélioration, mais ça va demander encore beaucoup de temps. Mais ce n'est pas parce que c'est Biden, hein. De toute façon, c'est parce que l'Amérique est en train quand même de sombrer aussi. Donc l'Iran peut-être est un des pays émergents qui s'en sortira le mieux parmi les pays. Enfin, c'est en tout cas ce que je souhaite. Premièrement, moi j'étais en Iran quand le Covid s'est déclaré un peu partout, mais surtout en Iran déjà, puisque l'Iran a été cité en deuxième après la Chine. Donc les Iraniens se sont tout de suite, n'ont pas été tout de suite vigilants, mais quand même c'était un petit peu dangereux pour eux du fait que ça pouvait être une arme bactériologique. Enfin, on pouvait penser ça, puisque l'Iran et la Chine étaient quand même visés tout de suite. Mais donc les Iraniens se sont ressaisis et ils se sont bien ressaisis pour pouvoir soigner assez vite la première vague. Bien que ce qui est intéressant, c'est que les personnels soignants sont très très investis. Enfin, je pense qu'ici aussi, hein. Mais là-bas, ils travaillaient nuit et jour. Il y en a beaucoup qui sont partis d'ailleurs. Je ne sais pas. Alors, être applaudis. Sans être applaudis, non, c'est pas le même genre de choses, mais bon, ils ont été remerciés quand même. Et autrement, la vague, maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'en Iran, il y a beaucoup de réunions familiales. Et donc, ils ont quand même suivi le modèle d'ici, c'est-à-dire les confinements, qui étaient quand même assez dramatiques pour un pays comme l'Iran où ils aimaient se réunir. Et le jour où ils ont pu aller faire le Nowruz, enfin le Nouvel An iranien, donc soi-disant, et 15 jours après, il y avait une remontée du Covid. Voilà. Et aujourd'hui, je pense que c'est stable. Bien sûr, l'Iran, la destruction nécessaire, parce que c'est comme vous dites, c'est un des pays qui résiste le mieux, et c'est pourquoi aussi il est aussi visé, parce que c'est un rempart à toute cette mondialisation, à mon avis, avec tout l'axe de la résistance. C'est pourquoi donc ces pays-là sont visés par la gouvernance mondiale. Enfin, à mon avis, c'est aussi une des raisons pour lesquelles l'Iran est diabolisé, constamment diabolisé, alors que c'est un pays magnifique, il faut vraiment y aller, il faut vraiment le voir. Enfin, M. Bernouchi y est allé, mais il n'a pas eu beaucoup de temps de visiter, parce que chaque fois qu'on l'y amène, ou qu'il y est allé, c'était très, très concentré dans les conférences. Enfin, il me semble, hein, M. Bernouchi, quand il a pu y aller. Ah oui. Le nouveau président, je pense, est quelqu'un de très compétent, peut-être sévère, mais c'est peut-être ça aussi qu'il faut. Hein. Sévère par rapport à la politique mondiale, hein, je veux dire. Et donc, je pense qu'il faut être optimiste. C'est peut-être l'Iran qui va nous sortir aussi de ce marasme, je ne sais pas, peut-être. Mais c'est vrai que la France a eu tort d'arrêter ses relations économiques. Parce que l'Iran, maintenant, s'est tourné vers l'Asie, la Chine. C'est vraiment dommage pour la France et les Français pour retrouver les liens avec l'industrie automobile,
même les importations. J'ai pas de choses à dire, alors de toute façon, vous pouvez... Vous avez quelque chose à rajouter sinon? Oui, moi je pense que ce que je peux dire, c'est aussi sur le voile des femmes en Iran. Le voile des femmes en Iran ne les a pas empêchées de progresser, d'être super techniciennes au niveau des universités. Elles ont beaucoup de pouvoir, enfin, au niveau universitaire, au niveau scientifique, au niveau social. Et donc, pour moi, le voile n'est pas un empêchement de travailler comme on veut nous faire croire ici. Voilà. Oui, d'ailleurs il y a une dame qui a eu le prix il y a 3 ans, le prix, je ne sais plus, le prix spécifique de mathématiques. Voilà, c'est ça, oui. Et puis bon, il y a des femmes iraniennes qui sortent des universités en Iran, qui vont, malheureusement, qui sont cooptées par les États-Unis dans les astronomie. Je connais une jeune femme qui enseigne l'astronomie, ou bien d'autres matières, quoi. Et vraiment, c'est assez performant, parce qu'en fait, elles se concentrent sur leurs études. Et même si elles sont mariées, même avec 2 enfants, elles retournent à l'université, vous voyez, pour faire doctorat. Voilà. Donc leurs maris ne sont pas si opprimants que l'on veut nous dire. Il y en a, comme ici. Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie, merci. Oui. Ça, c'est l'avant-dernier. Ça, c'est un travail plus de fond sur les sources et racines du mal actuel. Je suis venu chercher l'Empire du mensonge et les nouvelles dictatures de M. Vernochet, qui est un talentueux écrivain. D'ailleurs, je prends d'autres ouvrages de sa part. Et je suis un peu inquiet de la situation. Alors aujourd'hui, il me semble, nous sommes le 3 juillet, que le professeur Rainer Fulmich fait un procès de type Nuremberg aux États-Unis avec 1000 avocats. Enfin, honnêtement, je ne sais plus où en est l'histoire, mais voilà, la situation est terrible. Moi, on me dit, mais comment se fait-il? Tu ne t'es pas fait vacciner? Mais je dis, mais c'est pas un vaccin, c'est un traitement génique, comme dit le docteur Alexandra Henri-Roncaud et tant d'autres. Je ne peux pas tous les citer. Donc, ce qui me donne du tonus, c'est de me battre avec mes petits bras, mais bon, en communiquant par la toile. Et il y a d'autres plateformes qui ne sont pas censurées, Odyssée et compagnie. Et le tout, c'est de retrouver ceux qu'on a perdus sur YouTube. Mais enfin, YouTube laisse encore passer des trucs. Et puis, j'ai remarqué que certains têtes de chaînes disent regardez-nous, le lien est ci-dessous, et hop, on tombe sur Odyssée ou sur une autre plateforme qui n'est pas censurée. On a l'intégrale. Donc, il y a Greg Toussaint qui a traversé la France à pied 1300 km. C'est un talentueux journaliste, voilà. Et bon, je vais envoyer un peu d'oseille, évidemment, parce qu'il faut quand même, voilà, c'est une façon de faire avancer le schmilblick et de lutter contre la dictature mondiale. Alors, je vois qu'il y a quand même beaucoup de gens qui disent mais non, il ne se passe rien, c'est le Covid, etc. Enfin, on est dans le nuage de fumée quand même bien opaque. Et là, je voyais sur le 11 novembre 2001. Bon, c'est pareil, enfin, ceci dit, on le sait. Mais bon, malheureusement, les patriotes sont persécutés et je trouve ça quand même terrifiant, quoi. Enfin, de voir la censure et un gouvernement autoritaire avec quand même les 3/4, 85% des gens qui ont voté ou un peu plus contre les présidents de régions sortants. Enfin, ça veut dire qu'ils ont quand même 85% d'opposants. Et alors, parlons pas de Macron avec 7% des exprimés, ce qui fait à peu près la moitié des inscrits. Mais enfin, il s'en fout, voilà. Enfin, on va abattre le tyran. Je suis Alain Soral quand je peux le voir à la radio, enfin sur des émissions sonores. Alain Soral a toujours raison. Et puis, il a un site qui est quand même un peu atténué, mais bon, on arrive encore à voir des choses. Et puis, tout n'est pas effacé, il y a quand même des archives visuelles qui passent en boucle. Donc voilà, mais je prie pour lui et pour tous les, tous les patriotes tous les jours.
Mais bon, les Suisses n'extradent pas leurs ressortissants, hein. C'est déjà ça. Enfin, les barbouzes passent partout aussi. Alors donc, ceci dit, il a une forme, comment dirais-je, athlétique. Voilà, c'est comme Dieudo, hein. Alors je ne sais pas ce qui va se passer, s'il est parti ou pas parti. Il a demandé l'asile politique à la Turquie, et donc moi je lui ai dit casse-toi avec ta famille, enfin, parce qu'il a fait des allers-retours apparemment. Donc voilà, la quenelle, c'est formidable. Non mais on est au courant de l'actualité comme ça. Voilà. Hein. Très bien. Bah, merci beaucoup, cher monsieur, et bonne lecture. Merci monsieur, au revoir. Merci, au revoir. Tenez, monsieur. Merci.